Notre prochain invité a travaillé très fort ces dernières années pour démocratiser l'architecture auprès du grand public, notamment avec son émission de télé Visite libre à RTV, une émission qui était dédiée aux richesses architecturales et patrimoniales des maisons du Québec. On en voit très peu des émissions d'architecture à la télé, donc ça a été un précurseur. Félicitations pour ça. Son talent est reconnu à travers divers concours d'architecture. Notamment en 2002, il a remporté un concours pour la Cité des arts du cirque à Montréal. Plus récemment, il est resté dans l'univers du cirque. Il a remporté un autre concours pour les 7 doigts de la main, donc pour leur studio de création sur le boulevard Saint-Laurent, qui va venir prendre place finalement pour l'ancien musée Juste pour rire. Donc, on va récupérer ce bâtiment-là. Et il est aussi récipiendaire du prix de Rome du Conseil des arts du Canada. Voici donc Philippe Lupien. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je suis assez impressionné par la quantité de gens ici venus voir nos pertes. Beaucoup plus que ceux qui viennent voir nos victoires. Je me suis d'abord posé la question sur la perte comme telle avant de commencer parce que on en perd beaucoup et on en perd énormément, que ce soit en œuvre de service, en concours. Mais c'est drôle, les architectes, ça se permettait l'expression, ça chiale tout le temps quand on perd un concours, bien sûr, et avec raison, parce que notre orgueil est assez blessé. Mais le plus dur, c'est ce que je trouve personnellement plus difficile quand on perd, c'est quand on a réussi à gagner un projet par offre de service ou par concours, qu'on le fait, comme Michel l'a présenté juste avant, c'est-à-dire qu'on fait 100% des plans d'exécution, mais ce faisant, on embarque beaucoup de monde dans le projet. On met beaucoup d'enthousiasme. Il y a un paquet de monde qui embarque. Et là, le projet tombe. Puis là, on porte notre propre frustration, mais celle de tout le monde autour. Puis ça, c'est très difficile. Le projet de Jésus, les jardins de Jésus, vous vous dites, les jardins de Jésus, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais il y avait eu un appel d'offres pour faire une place publique autour du jardin de Jésus. Vous savez que le Jésus, c'est la chapelle de l'ancien collège Sainte-Marie. Puis c'est très important pour nous. C'est très important pour moi de vous le dire parce que tout le projet tournait autour de travailler. On avait présenté, en fait, dans notre proposition, un travail réel avec les Jésuites pour essayer de comprendre quelle était l'origine de cette chapelle-là. Tout le monde la voit comme une église, mais personne ne réalise que c'est le dernier fragment d'un immense complexe des Jésuites qui ont été très importants au Québec, particulièrement à Montréal, parce qu'ils avaient été chassés après la colonie. C'est-à-dire ils n'avaient pas été chassés, c'est que les Anglais avaient dit à l'époque, vous n'avez pas le droit de vous reproduire ou de recruter. Donc, ils sont disparus quelque part en 1795. Et à un moment donné, on a réalisé tout le monde qu'il manquait d'élite au Québec. Donc, on a demandé aux Jésuites de revenir, mais pas en missionnaire, mais en éducateur pour créer des élites, et des élites oratoires, entre autres. Pour les politiciens, les avocats et tout. Donc, ils ont créé, ils sont revenus en 1850 à peu près, et ils ont créé le Collège Sainte-Marie. Et de là, en fait, a germé à peu près pratiquement toutes les universités de Montréal, en fait, sont liées à la présence des Jésuites. Et les Jésuites ont misé sur le ratio studiorum. Quand ils sont revenus avec une théorie, la théorie de l'enseignement de la rhétorique, selon Quintilien, en fait, qui était de l'époque romaine, période chrétienne. Et ils ont misé sur l'art oratoire. Et c'est pour ça que dans la chapelle de Jésus, il y a un théâtre. Alors nous, on a commencé à travailler avec... on a mis dans l'équipe des historiens, un historien des Jésuites, imaginez que ça existe, un historien des Jésuites. Il y avait maître d'œuvre de l'histoire, parce que pendant ce temps-là, la ville de Montréal croyait qu'on trouverait à cet endroit-là, qui est un plateau, là, on trouverait peut-être Hochelaga. On cherche toujours Hochelaga. Donc, il y avait aussi la pression de trouver Hochelaga. Mais l'idée, c'était de mettre autour de la table un paquet de monde, dont des historiens, mais faire vivre l'histoire du lieu. Alors, on a travaillé, vous voyez, c'est le stationnement qu'il y avait à l'époque, c'est le même stationnement qu'il y a aujourd'hui. Puis là, les voitures ont changé. Là, je suis un peu gêné de la présentation que je vais vous présenter parce que c'est même pas aussi beau que les dessins de Michel qui datent de l'époque de la plume et du crayon, mais qui avaient vraiment influencé les étudiants à l'époque. Mais ça, c'est ce que vous voyez encore aujourd'hui. Donc, il n'y a pas grand-chose que vous allez apprendre en regardant ça. Et on a travaillé avec un artiste aussi. C'est Jacek Januszkiewicz. Puis on a... en fait, je vais vous amener tout de suite au plan parce que le temps étant assez compté. C'est qu'on a travaillé sur l'idée de créer un lieu. Et là, les Jésuites ont embarqué là-dedans Mme Mousseau, la regrettée Mme Mousseau, qui était archéologue de la Ville de Montréal,
Jean Drapeau, qui n'était pas le maire, mais l'urbaniste de la Ville de Montréal à l'époque. Il y avait l'UQAM qui était partenaire de ça, parce que l'UQAM avait dans ce temps-là des pavillons. Il y avait le Belgo en haut, il y avait l'ambassade, le consulat américain. Il y avait autour de ce projet-là beaucoup de partenaires. Tout le monde a embarqué là-dedans. C'est ça qui était le pire, c'est que tout le monde a embarqué. Et on a créé une espèce de place qui était une espèce de place, un plan plié, qui suintait, une petite référence religieuse amusante, mais ça, on n'avait pas parlé aux Jésuites tellement. Mais l'idée de ça, c'était ce plan qui suintait, amenait l'eau tranquillement à couler dans la pente douce. Et de là, on faisait des petits meubles. Là, on les voit, je vais vous les montrer rapidement. Ouais, c'est des petits meubles comme ça qui racontaient les histoires, chacun une petite histoire de comment les Jésuites ont créé cette élite oratoire qui éclairait aussi l'Église sur le flanc. Mais pour revenir à ça, ce qui était surtout important pour nous à l'époque, c'était que et c'est ce que je vous montrais juste avant dans les dessins, dans les maquettes, là, il y avait ces passerelles-là sur le plan plié. Donc, et ça s'appelait des rostres, en fait. Et ça, on avait tiré ça en discutant avec les Jésuites. Les Jésuites se disaient, mais on ne veut pas être figé dans le passé, on veut être présent encore aujourd'hui. Et l'idée de prendre parole, c'est important. Alors, nous, la place publique, on a dit, bien, voyons, pourquoi on ne se servirait pas de la place publique et de créer une fontaine, mais une fontaine, parce que la Ville nous demandait une fontaine, de faire une fontaine qui servira en même temps de lieu où on prend place et on prend la parole. Et l'idée des rostres, c'est une vieille idée romaine. Le rostrum, ça veut dire le devant d'un bateau. Et ça servait, en fait, c'était la figure de proue, en fait. Et comme les Romains étaient des mauvais marins, quand ils ont finalement réussi à conquérir les Carthaginois puis à capturer le premier bateau, ils étaient tellement fiers qu'ils ont amené la proue devant le Sénat et devant le Sénat romain. Puis quand les sénateurs sortaient, un membre de la population, de la plèbe, pouvait monter sur les rostres et prendre parole et s'adresser au Sénat. C'est devenu le symbole, le rostrum, de la prise de parole individuelle face au pouvoir. Et là, on s'est dit que face au consulat américain, il y avait toujours des manifestations à cet endroit-là. Ce serait l'endroit pour faire une sculpture sur laquelle les gens embarqueraient un peu maladroitement, ne sauraient pas s'ils peuvent ou non, mais prendraient la parole. Et finalement, à un moment donné, tout le monde a embarqué dans ça. Et ça a été le dernier geste de... Je vais le nommer, là, M. Liebman. Ça a été le dernier geste de M. Liebman à la diffusion municipale quand il a pris sa boîte Archivex avec ses plantes, puis il est retourné dans son quartier qui était diffusionné. Le dernier geste a été de mettre fin à ce projet-là, alors que tous les plans d'exécution sont encore dans mon tiroir. Ce qui m'a fait mal aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai ressorti les dessins un peu en retard, j'ai sorti ces dessins-là aujourd'hui, je pensais que ça faisait juste 5-6 ans, puis là, je suis remonté jusqu'en 2001 pour retrouver les dessins parce que c'est resté dans ma gorge depuis 15 ans. Ah, merci de me libérer.